Elle nettoyait juste les toilettes. Mais le milliardaire a vu quelque chose qui a tout changé. Le sang sur le carrelage blanc n'était pas supposé être là. Élise Moreau figea, son spray nettoyant à la main, devant cette tache rouge qui s'étalait lentement sous la porte des toilettes privées du bureau directorial. À 26 ans, elle avait vu bien des choses en travaillant comme femme de ménage dans les tours de bureau de la Défense, mais jamais ça. L'odeur métallique se mélangeait à celle du désinfectant au pain, créant un cocktail nauséabond qui lui contracta l'estomac. Il était 22 heures passées, en ce mardi pluvieux d'octobre. Les lumières de Paris scintillaient à travers les baies vitrées du 42e étage, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres dans un rythme hypnotique. Le siège social de Delacroix Industries était désert depuis des heures, ou du moins c'est ce qu'Élise avait cru. Elle posa son seau par terre avec un bruit sourd qui résonna dans le silence oppressant. Ses mains tremblaient légèrement. Était-ce la fatigue de sa double journée ou cette découverte inquiétante? Le matin, elle avait terminé son service à l'hôpital Saint-Louis où elle travaillait comme aide-soignante, puis elle avait enchaîné avec son second emploi chez Delacroix Industries. C'était sa routine depuis 3 mois, depuis que les factures s'étaient accumulées et que le salaire unique ne suffisait plus. Le couloir qui menait au bureau de direction baignait dans une semi-obscurité, éclairé uniquement par les veilleuses d'urgence et la lueur diffuse de la ville. Les moquettes épaisses étouffaient ses pas, mais elle entendait maintenant autre chose, un gémissement faible, presque inaudible, qui provenait de derrière la lourde porte en acajou. Élise s'approcha avec précaution, son cœur battant de plus en plus fort. Elle connaissait cette porte, c'était celle du bureau d'Alexandre Delacroix, le PDG milliardaire dont les magazines économiques français ne cessaient de parler. Un homme de 42 ans qui avait bâti un empire industriel depuis le rachat de l'entreprise familiale en faillite, 20 ans plus tôt. Elle l'avait aperçu quelquefois, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure, une prestance naturelle qui imposait le respect. Mais là, quelque chose n'allait pas. Elle colla son oreille contre le bois froid. Le gémissement se répéta, plus distinctement cette fois. Une voix d'homme, affaiblie, qui murmurait quelque chose d'incompréhensible. Élise sentit sa gorge se serrer. Devait-elle frapper? Appeler la sécurité? Ou simplement faire demi-tour et prétendre qu'elle n'avait rien vu? L'instinct de soignante prit le dessus sur ses craintes. Elle frappa doucement. « Monsieur Delacroix? Est-ce que tout va bien ?» Silence. Puis un bruit sourd, comme quelque chose qui tombait. Élise essaya la poignée. Étonnamment, la porte n'était pas verrouillée. Elle l'entr'ouvrit lentement, laissant filtrer un rail de lumière depuis le couloir. L'odeur de sang s'intensifia, accompagnée maintenant d'une autre senteur, du whisky renversé, et quelque chose de plus subtil, presque végétal. « Monsieur !» Elle poussa la porte davantage et découvrit une scène qui la figea sur place. Alexandre Delacroix était affaissé dans son fauteuil de direction, sa chemise blanche trempée de sang au niveau de l'abdomen. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses lèvres presque bleues. Une bouteille de Macallan 25 ans gisait renversée sur le bureau massif, son contenu doré se mélangeant à des papiers éparpillés. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent ses yeux. Alexandre Delacroix était conscient, et il la regardait avec une intensité troublante malgré sa faiblesse évidente. Dans son regard se mêlait la douleur, la peur, et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. « N'appelez pas la police », murmura-t-il d'une voix rauque. Élise resta interdite. L'homme le plus puissant de France gisait devant elle, manifestement blessé, et sa première préoccupation n'était pas les secours mais d'éviter la police? Elle s'approcha instinctivement, son expérience médicale reprenant le dessus. « Monsieur Delacroix, vous êtes blessé. Il faut vous emmener à l'hôpital. » « Non. » Il essaya de se redresser et grimaça de douleur. « Pas l'hôpital. Pas la police. Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? » Comment pouvait-il savoir cela? Élise ne portait pas d'uniforme médical, seulement sa tenue de femme de ménage, un pantalon bleu marine et une blouse grise marquée du logo de la société de nettoyage. Elle le regarda avec surprise. « Aide-soignante. Comment vous? » « Je sais beaucoup de choses sur mes employés, » dit-il avec un faible sourire qui ne masquait pas sa souffrance. Élise Moreau, 26 ans, diplômée de l'IFAS de Bobigny. Vous travaillez le matin à Saint-Louis et vous venez ici le soir pour payer les dettes de votre mère. Un frisson parcourut Élise. Cette précision dans les informations la mettait mal à l'aise,
mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ce détail. L'homme perdait du sang et avait besoin de soins immédiats. « Montrez-moi votre blessure, dit-elle en s'approchant. Alexandre déboutonna sa chemise avec des gestes laborieux. Une plaie profonde marquait son flanc droit, juste sous les côtes. Ce n'était pas une coupure accidentelle, les bords étaient trop nets, trop précis. Quelqu'un l'avait poignardé, et récemment. « Qui vous a fait ça ?» demanda Élise en examinant la blessure. « C'est compliqué. » Alexandre ferma les yeux un instant. Dans le tiroir de droite, il y a une trousse de premier secours. Et dans le coffre derrière le tableau. Il désigna une reproduction de monnaie, accrochée au mur opposé. Le code est 1204. Prenez l'enveloppe bleue qui s'y trouve. Élise hésita. Elle ne comprenait rien à cette situation surréaliste. Un milliardaire blessé qui refusait les secours officiels, qui connaissait ses antécédents personnels, et qui lui demandait maintenant d'ouvrir son coffre personnel? Chaque instinct lui criait de partir, d'appeler la police, de ne pas s'impliquer dans cette histoire qui sentait le danger à plein nez. Mais Alexandre Delacroix la regardait avec une urgence désespérée, et quelque chose dans ses yeux la touchait profondément. Sous le masque du businessman impitoyable qu'elle avait vu dans les médias, elle distinguait une vulnérabilité humaine, une peur authentique qui n'avait rien à voir avec sa blessure physique. « S'il vous plaît, murmura-t-il. J'ai besoin de votre aide. Et vous, vous avez besoin de la mienne. » Comment ça? Alexandre porta sa main ensanglantée à sa poche intérieure et en sortit un smartphone. L'écran affichait une photo qui fit bondir le cœur d'Élise. C'était sa mère, Sylvie Moreau, sortant de l'hôpital de Marseille où elle suivait sa chimiothérapie. La photo était récente, on voyait le foulard violet qu'Élise lui avait offert la semaine passée. « Votre mère va bien, dit Alexandre d'une voix douce. Pour l'instant. » La phrase tomba comme un coup près. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une coïncidence s'il connaissait ses informations personnelles, ni si elle se trouvait là cette nuit précisément. Elle avait été manipulée, attirée dans ce bureau pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Soignez ma blessure. Prenez l'enveloppe dans le coffre. Et écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire va changer votre vie à jamais. » Alexandre se redressa péniblement, son regard reprenant de son intensité habituelle malgré la douleur. « Il y a 3 hommes en bas, dans le parking souterrain. Ils pensent que je suis mort. Dans 15 minutes exactement, ils vont monter vérifier. S'ils me trouvent vivant. » Il marqua une pause significative. « Votre mère ne verra pas Noël. » Élise sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa au bord du bureau, la tête lui tournant. Cette nuit qui avait commencé comme toutes les autres venait de basculer dans un cauchemar dont elle ne voyait pas l'issue. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, fouettant les vitres comme pour accompagner le chaos qui s'installait dans sa vie. « Pourquoi moi ?» chuchota-t-elle. « Parce que vous êtes exactement là où vous devez être au bon moment. Et parce que... » Alexandre marqua une nouvelle pause, ses yeux se perdant un instant dans le vague. Parce que parfois, le destin a ses propres plans. Un bruit métallique résonna dans les étages inférieurs, le tintement caractéristique de l'ascenseur qui se mettait en marche. Alexandre et Élise échangèrent un regard chargé de tension. « Il monte, murmura-t-il. Il nous reste 12 minutes. » Élise regarda alternativement l'homme blessé, la photo de sa mère sur le téléphone, et la porte du bureau. Son cerveau refusait d'accepter la réalité de cette situation impossible. Il y avait encore quelques minutes, elle nettoyait simplement des toilettes en pensant à sa journée du lendemain. Maintenant, elle se trouvait au centre d'un complot dont elle ne comprenait ni les enjeux ni les ramifications. Mais une chose était claire, elle n'avait plus le choix. « Dites-moi quoi faire, dit-elle d'une voix déterminée en se dirigeant vers le tiroir de droite. Alexandre esquissa un sourire, le premier authentique depuis qu'elle l'avait découvert. Voilà bien l'Élise Moreau que j'espérais rencontrer. L'ascenseur s'arrêta au 30e étage. 11 minutes. Élise ouvrit le tiroir avec des gestes fébriles et y trouva effectivement une trousse de premier secours professionnel, pas le kit basique qu'on s'attendrait à voir dans un bureau, mais un équipement digne d'un médecin militaire. Compresse hémostatique, seringues stériles, anesthésiques locaux, sutures chirurgicales.
Qui gardait ce type de matériel dans son bureau? Alexandre Delacroix n'était définitivement pas l'homme d'affaires ordinaire qu'elle avait imaginé. Pendant qu'elle nettoyait rapidement la plaie, elle sentait son regard intense posé sur elle, comme s'il évaluait chacun de ses gestes. « Vous saviez que j'allais être là ce soir, dit-elle sans lever les yeux de son travail. Comment? Alexandre grimaça quand elle appliqua le désinfectant. Votre superviseur, Madame Bernier, reçoit des instructions spécifiques sur les étages à nettoyer. Depuis 3 mois, vous êtes systématiquement assigné au 42e étage les mardis soirs. La révélation la glaça. 3 mois, exactement depuis qu'elle avait commencé ce second emploi pour payer les traitements de sa mère. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une orchestration minutieuse. L'ascenseur repartit vers le haut. 10e étage. Alexandre ferma les yeux un instant, se concentrant malgré la douleur. L'enveloppe bleue dans le coffre contient tout ce dont vous avez besoin pour comprendre. Mais d'abord, il faut que vous sachiez quelque chose sur votre mère. Élise faillit lâcher ses instruments. Quoi sur ma mère? Le cancer du pancréas qu'on lui a diagnostiqué il y a 6 mois. Ce n'est pas un cancer. Les mots tombèrent comme une bombe dans le silence du bureau. Élise le regarda, incrédule, ses mains tremblant maintenant violemment. Vous mentez. J'ai vu les analyses, les scanners, j'ai parlé avec l'oncologue. Le docteur Martineau de l'hôpital Nord de Marseille? Excellente réputation, dossier impeccable. Il croit sincèrement à son diagnostic parce que c'est ce que montrent tous les examens qu'on lui a fournis. Alexandre ouvrit les yeux et la fixa intensément. Mais les vrais résultats de votre mère sont dans cette enveloppe, Élise. Elle va parfaitement bien. 20e étage. Le bruit de l'ascenseur se rapprochait inexorablement, accompagné maintenant de voix masculines étouffées. Élise termina tant bien que mal le bandage, ses pensées tourbillonnant dans un chaos total. Sa mère, pas malade? Impossible. Elle l'avait vu s'affaiblir, perdre du poids, souffrir des effets de la chimiothérapie. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Chuchota-t-elle. Pour vous contrôler. Pour vous faire faire exactement ce que vous faites en ce moment, travailler jour et nuit pour payer des traitements inexistants, être vulnérable, désespéré. Pour vous amener ici, cette nuit précise. Alexandre se redressa avec effort et pointa le tableau de monnaie. 1204 vite. Élise se précipita vers le coffre, ses doigts tremblants sur le clavier numérique. Le mécanisme s'ouvrit avec un déclic feutré, révélant plusieurs enveloppes colorées et une arme de poing qui la fit sursauter. Elle saisit l'enveloppe bleue et l'ouvrit rapidement. À l'intérieur, des documents médicaux au nom de sa mère, tamponnés par plusieurs laboratoires différents. Tous concluaient la même chose, aucune trace de cancer, analyse sanguine parfaitement normale, état de santé excellent pour une femme de 58 ans. 35e étage. Qui fait ça? Demanda Élise, la voix brisée par l'émotion. Et pourquoi? Alexandre essaya de se lever, s'appuyant lourdement sur son bureau. Les mêmes personnes qui m'ont poignardé ce soir. Les mêmes qui ont falsifié le dossier médical de votre mère. Les mêmes qui remontent maintenant dans cet ascenseur. Il désigna l'arme dans le coffre. Prenez-la. Je ne sais pas tirer. Vous n'aurez pas à le faire. Ils pensent que je suis mort et que vous êtes une simple femme de ménage qui a découvert mon corps. Quand ils entreront, effondrez-vous, pleurez, jouez la parfaite innocente terrifiée. Élise regarda l'arme comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Et vous? Je vais faire le mort. Mais écoutez-moi bien. Alexandre attrapa son poignet avec une force surprenante pour un homme blessé. Quoi que vous entendiez, quoi qu'ils disent, ne réagissez pas. Même s'ils parlent de votre mère, même s'ils mentionnent des choses terribles. Votre vie dépend de votre capacité à rester dans votre rôle. 38e étage. L'ascenseur marquait maintenant une pause à chaque niveau, comme si ses occupants vérifiaient méthodiquement chaque étage. Alexandre tituba jusqu'à son fauteuil et s'y laissa tomber, arrangeant sa position pour paraître inanimé. Alexandre, dit Élise, c'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Qui êtes-vous vraiment? Un sourire étrange passa sur le visage de l'homme d'affaires.
Quelqu'un qui en sait trop sur les mauvaises personnes. Quelqu'un qui a découvert des secrets que certains préféreraient voir disparaître avec moi. Il ferma les yeux. Et maintenant, quelqu'un dont la vie dépend entièrement d'une femme de ménage de 26 ans qui croyait juste gagner un salaire honnête. Élise cacha l'arme dans la ceinture de son pantalon, sous sa blouse. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'on pouvait l'entendre dans tout l'étage. Elle ramassa ses produits d'entretien, renversa volontairement son seau pour créer une scène crédible, et se positionna près de la porte comme si elle venait juste de découvrir le corps. 40e étage. Les voix étaient maintenant distinctes. 3 hommes, comme Alexandre l'avait dit. Ils parlaient français avec un léger accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. S'assurer qu'il est bien mort avant de nettoyer. La fille de ménage ne devrait pas être là un mardi. On s'en occupe si nécessaire. Élise sentit son sang se glacer. Il savait qu'elle était là. Il savait qu'elle ne devrait pas être là un mardi, mais Alexandre avait arrangé pour qu'elle y soit. Tout ça faisait partie de son plan. Mais quel plan? Et surtout, est-ce que ce plan incluait qu'elle reste en vie après cette nuit? Alexandre ne bougeait plus, sa respiration si faible qu'elle-même n'était plus sûre qu'il soit encore conscient. Avait-elle soigné un homme mourant qu'il avait manipulé pour servir ses derniers desseins? Ou était-il plus fort qu'il n'y paraissait, et préparait-il quelque chose qu'elle ne pouvait même pas imaginer? 41e étage. L'ascenseur s'immobilisa. Un silence de mort s'abattit sur le building, rompu seulement par le tambourinement incessant de la pluie contre les vitres. Élise se recroquevilla près du seau renversé, adoptant la position d'une femme terrifiée par sa découverte macabre. Mais dans sa tête, les questions se bousculaient à un rythme effréné. Si sa mère n'était pas malade, où était-elle en ce moment? Qui supervisait cette manipulation massive? Et surtout, qu'est-ce qu'Alexandre Delacroix avait découvert de si important pour que quelqu'un organise un tel stratagème? Dans le silence tendu, elle entendit le bruit métallique familier, l'ascenseur qui repartait. Vers le haut. Vers eux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 42e étage avec un tintement cristallin qui résonna comme un glas. 3 paires de pas résonnèrent dans le couloir, se dirigeant droit vers le bureau. Élise ferma les yeux, prit une inspiration profonde, et se prépara à jouer le rôle de sa vie. Mais au moment où la poignée tournait, elle entendit quelque chose qui la figea d'horreur, la voix de sa mère, claire et distincte, qui provenait du téléphone de l'un des hommes. « Élise, ma chérie, où es-tu? Ces hommes disent qu'ils vont m'aider mais... » La communication se coupa brutalement. Sa mère était avec eux. Sa mère était vivante, en bonne santé, et maintenant en danger mortel. Et la porte du bureau venait de s'ouvrir. 3 hommes en costume noir franchirent le seuil, leur visage impénétrable balayant rapidement la pièce. Élise poussa un cri parfaitement authentique, mélange de terreur feinte pour Alexandre et de panique réelle pour sa mère. « Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste trouvé. » Elle sanglotait maintenant, ses larmes coulant librement tandis que l'homme de tête s'approchait du bureau. Il prit le pouls d'Alexandre avec des gestes professionnels, presque médicaux. « Mort depuis au moins 1 heure, annonça-t-il à ses collègues. Puis il se tourna vers Élise avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Madame Moreau, n'est-ce pas? Nous allons devoir vous poser quelques questions. » Le fait qu'il connaisse son nom confirma ses pires craintes, elle était attendue, tout comme Alexandre l'avait dit. Mais dans quel but exactement? L'homme sortit son téléphone et composa un numéro. « C'est fait. Oui, la femme de ménage est là, comme prévu. Nous nous occupons d'elle maintenant. » Il raccrocha et fit signe à ses complices. « Emmenez-la. Discrètement. » Mais au moment où il s'approchait d'Élise, Alexandre Delacroix ouvrit brusquement les yeux et se redressa d'un bond, avec une agilité stupéfiante pour un homme supposé mourant. Dans sa main droite, il tenait une arme qu'il avait sortie de nulle part, et dans sa gauche, un petit boîtier électronique qui clignotait en rouge. « Surprise, messieurs, dit-il d'une voix parfaitement claire, sans trace de la faiblesse qu'il avait affichée toute la soirée. Les 3 hommes se figèrent instantanément, leurs mains se rapprochant instinctivement de leurs armes. « Monsieur Delacroix, dit le chef avec un calme glacial. Nous pensions que vous étiez... mort? Non, désolé de vous décevoir. Mais votre petit plan avait un défaut majeur. » Alexandre sourit,
Et Élise reconnut enfin l'homme d'affaires impitoyable des magazines, celui qui avait bâti un empire en écrasant ses concurrents. Vous avez sous-estimé à quel point je connais mes ennemis. Il agita le boîtier électronique. Cette charmante petite device enregistre depuis 3 heures. Vos confessions, vos ordres, vos conversations téléphoniques. Tout est déjà uploadé sur plusieurs serveurs sécurisés et programmés pour être diffusé dans exactement. Il consulta sa montre. 4 minutes. À moins, bien sûr, que je n'entre le code d'annulation. La révélation frappa Élise comme la foudre. Alexandre n'était pas la victime, il était le manipulateur en chef de toute cette histoire. Sa blessure était réelle, mais contrôlée. Il avait orchestré sa propre mise en scène, utilisant sa connaissance de son emploi du temps pour la placer exactement où il le voulait, au moment précis où il en avait besoin. Vous, dit-elle dans un souffle. Vous avez tout planifié. Ma mère, mon travail ici, cette nuit. Alexandre lui lança un regard presque apologétique. Pardonnez-moi, Élise. Mais j'avais besoin d'un témoin irréprochable, quelqu'un d'innocent, de crédible, qui pourrait témoigner de ce qu'elle a vu et entendu cette nuit. Ces messieurs représentent un consortium qui essaie de m'éliminer depuis des mois parce que j'ai découvert leur trafic d'organes à travers l'Europe. Ils utilisent des hôpitaux comme couverture, falsifient des diagnostics de cancer pour prélever des organes sur des patients sains. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin dans l'esprit d'Élise. Sa mère, les faux diagnostics, l'hôpital de Marseille. Votre mère va parfaitement bien, continua Alexandre. Elle est actuellement dans un safe house. À Nice, protégée par mes hommes. Ces 3 charmants personnages pensaient l'utiliser comme monnaie d'échange, mais ils n'ont récupéré qu'un sosie. Le chef des 3 hommes esquissa un sourire froid. Très impressionnant, monsieur Delacroix. Mais vous oubliez un détail. Il sortit lentement son arme. Même si nous ne pouvons pas vous tuer discrètement, nous pouvons encore éliminer votre témoin. Il pointa son arme vers Élise. Et sans témoin, votre petite mascarade ne. Il n'eut jamais l'occasion de finir sa phrase. Élise, qui avait récupéré l'arme du coffre pendant que les hommes étaient distraits par Alexandre, tira 2 coups précis dans la poitrine du chef. Il s'effondra, le regard incrédule. Vous avez dit que je ne savais pas tirer, dit-elle à Alexandre, sa voix étonnamment calme. Alexandre sourit, un vrai sourire cette fois. J'ai menti. Lieutenant Élise Moreau, force spéciale française, démobilisée il y a 3 ans après une mission classifiée en Syrie. Reconvertie comme aide-soignante pour fuir votre passé militaire. Il se tourna vers les 2 hommes restants qui levaient lentement leurs mains. Messieurs, permettez-moi de vous présenter mon véritable partenaire dans cette opération. Celle qui infiltre cette organisation depuis 6 mois, en se faisant passer pour une simple femme de ménage désespérée. Élise baissa son arme et regarda Alexandre avec un mélange de respect et d'exaspération. La prochaine fois que vous montez une couverture aussi complexe, prévenez-moi avant de vous poignarder pour de vrai. J'ai vraiment cru que vous alliez mourir. Alexandre éclata de rire, malgré la douleur de sa blessure. Il fallait que ce soit authentique. Et maintenant? Il brandit le boîtier. Ces messieurs vont gentiment nous accompagner pour démanteler tout leur réseau. N'est-ce pas? Les sirènes de police résonnaient déjà dans la rue, parfaitement synchronisées, comme tout le reste de cette nuit extraordinaire. 6 mois plus tard, Élise nettoyait encore des toilettes. Mais cette fois, c'était dans sa propre maison à Cannes, celle qu'elle avait achetée avec la prime reçue pour avoir démantelé le plus grand trafic d'organes d'Europe. Sa mère, en parfaite santé, préparait le déjeuner sur la terrasse ensoleillée. Alexandre Delacroix, complètement rétabli, était devenu un ami proche et occasionnellement, quand l'ennui la prenait, il lui proposait de petites missions pour son groupe de sécurité privée. Après tout, qui soupçonnerait une ancienne femme de ménage d'être l'une des meilleurs agents infiltrés de France? En repensant à cette nuit pluvieuse de Paris, Élise souriait toujours en se rappelant sa première réaction en voyant le sang sur le carrelage. Si elle avait su que cette tache rouge allait changer sa vie à jamais. Mais c'est ça, le destin, il frappe toujours quand on s'y attend le moins, souvent déguisé en corvée de nettoyage un mardi soir ordinaire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Cette histoire vous a-t-elle pris par surprise? Aviez-vous deviné qu'Élise était en réalité une ancienne militaire infiltrée?
Likez cette vidéo si cette révélation finale vous a bluffé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires françaises avec des twists impossibles à deviner. Commentez et dites-moi de quelle ville de France vous regardez cette vidéo. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Je lis tous vos commentaires. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires qui vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez trouvé Alexandre Delacroix blessé dans son bureau? Auriez-vous appelé la police ou accepté de jouer le jeu comme Élise?